chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. Semaine, sujet très intéressant. La semaine passée, je recevais Tony Estanguet ici même. On parlait donc du coup des Jeux Olympiques et on avait brièvement évoqué la loi olympique qui vient donc tout juste d'être votée d'ailleurs par le Sénat pas plus tard que cet après-midi, qui donc annonce des changements pour la tenue donc des JO en France. Il y a pas mal de points sur lesquels ça va représenter justement des changements, comme je vous disais, donc sur le contrôle antidopage qui sont renforcés, l'ouverture des commerces le dimanche dans les zones olympiques, donc plein de petits sujets. Ce qui va vraiment nous intéresser, nous, ici, c'est le passage sur la sécurité qui va être mis en place pour les JO, et c'est ce qui a fait aussi beaucoup de bruit, à raison. Un passage qui concerne donc l'utilisation de caméras équipées d'intelligence artificielle pour détecter presque automatiquement donc les anomalies durant la compétition. Beaucoup de gens donc ont été un peu inquiets vis-à-vis de cette technologie et de la pratique, du respect de la vie privée, forcément. Pour en parler plus en détail, j'ai eu envie de faire venir quelqu'un qui s'y connaît très bien. C'est Olivier Tesquet qui est avec nous ce soir, journaliste d'investigation, donc avec un focus particulier sur tout ce qui est domaine de surveillance et du numérique. Tu as d'ailleurs écrit donc plusieurs livres à ce sujet, notamment donc sorti à la trace, sorti en 2020. Ça va déjà, tout va bien ? Bah, ça va très bien, et toi ? Ouais, super, merci d'être là parce que gros sujet. Ouais, vaste sujet qui infuse comme ça depuis longtemps, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire, et puis cette échéance des Jeux qui fait que voilà, les choses vont s'accélérer nécessairement au fur et à mesure qu'on s'en approche. Ouais, on l'a vu là notamment. Pour déjà revenir un peu décanter, parce que c'est vrai que c'est un peu complexe, etc. On parlait de loi olympique, donc qui parle de surveillance algorithmique. Il y a des gens, j'imagine, qui ne connaissent pas du tout. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est pour avoir une base? Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé ces derniers mois et ces dernières années de reconnaissance faciale. Donc, la reconnaissance faciale, on pourrait se dire, je vais reprendre les termes d'un gendarme, c'est assez pratique. C'est le contrôle d'identité permanent et général. La vidéosurveillance automatisée ou algorithmique ou intelligente, ou enfin, quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est un peu la reconnaissance faciale Canada Dry, c'est-à-dire c'est de la vidéosurveillance augmentée, où il ne s'agit pas de reconnaître des individus, mais de détecter des situations anormales dans l'espace public. Voilà. Donc tout ce qui relèverait pas de la normalité dans l'espace public, mouvement de foule, un attroupement, un mouvement de foule, un véhicule qui rentre là où il n'est pas censé rentrer, enfin voilà, tout un tas de paramètres qui sont évidemment réglables, ajustables, et qui sont susceptibles de déclencher une alarme. Ok, et tu nous le disais, donc du coup on a ce côté algorithmique, il y a aussi donc beaucoup de gens, il y a eu des grosses levées de boucliers, etc., de gens qui s'inquiétaient au sujet de la reconnaissance faciale qui a été écartée là de la loi. Est-ce que c'est plutôt une bonne nouvelle ? Ouais, alors c'est un peu reculé pour mieux sauter, parce qu'en fait la reconnaissance faciale, il était question vraiment qu'elle soit... Il y avait une très forte demande policière, notamment pour qu'elle soit expérimentée assez rapidement, afin qu'elle soit opérationnelle pour la Coupe du Monde de rugby en 2023 et pour les JO. Le problème, c'est qu'ils ont jamais trouvé la fenêtre de tir législative. Ils ont senti aussi qu'il y avait une opposition qui était peut-être plus forte que ce qu'ils avaient imaginé, parce que c'est vrai que ces dernières années, sur les technologies sécuritaires, c'est un peu toujours passé comme une lettre à la poste. Depuis les attentats de 2015, dès qu'on a ce genre de texte, ça passe en lecture accélérée et c'est voté quasi instantanément. Donc ils ont senti des réticences, et du coup, cette idée de la vidéosurveillance automatisée est un moyen de contenter un peu tout le monde, et notamment les industriels qui vont se servir des jeux pour le transformer en vitrine. C'est pas seulement la vitrine du sport, c'est aussi la vitrine des industries de sécurité. À différents niveaux, ouais. Je veux dire que tu parles un tout petit peu plus près de ton micro, pas de souci. C'est vrai que forcément, quand on parle de reconnaissance faciale sur les caméras de surveillance, etc., tout de suite, ça nous projette en Chine, crédit social, etc. Est-ce qu'on en est si loin que ça, justement ? Bah non, mais c'est toujours le souci. C'est-à-dire que la Chine, on dit que c'est le repoussoir absolu, on dit que c'est l'horizon vers lequel on ne veut pas aller, on nous dit il faut réussir à exister entre le modèle américain, le modèle chinois, mais la réalité, c'est qu'en fait, quand vous baladez dans une ville, moi j'habite en Seine-Saint-Denis, il y a pas mal d'endroits où vous allez, vous voyez, ah tiens, c'est des caméras de confection chinoise, des caméras qui sont fournies par une société qui s'appelle Hikvision. Alors en plus je feuillette un peu parce qu'à l'entrée d'ici, il y a une... On a le boss d'Hikvision. Il y a un truc Hikvision à l'entrée, okay. Voilà, quand on arrive... Mais, on va t'effacer des données, je te promets. Je suis au bon endroit parce que la vidéosurveillance a été inventée à Levallois-Perret, c'est la première ville de France. On est au cœur, là. On est vraiment au cœur du truc. Ils nous attendent. Mais du coup, voilà, on achète à des sociétés chinoises qui sont des sociétés qui font du profilage de minorités ethniques, qui le revendiquent, par exemple les Ouïghours en Chine, donc on connaît le triste sort, et on continue à acheter à des sociétés comme celle-là sans que ça pose visiblement de problème moral à qui que ce soit.
Mais ça, genre on achète par exemple chinois parce qu'on n'est pas capable de faire, par exemple, ou juste parce que... Non, parce que je pense que c'est assez pratique, notamment tout ça a un coût. Okay. Et quand tu es une c'est déjà en place. Voilà, t'es une collectivité territoriale, tu vas au moins cher. Et souvent, c'est vrai que sur ce type de technologie, les offres chinoises sont moins chères que la concurrence. Mais après, on a des entreprises françaises qui se sont aussi spécialisées là-dedans. Et l'enjeu avec les Jeux Olympiques qui arrivent, c'est de pouvoir faire la démonstration de la vitalité des industries de sécurité françaises, encore une fois. Et du coup, là, pour bien comprendre, à l'heure actuelle en France, donc du coup, la reconnaissance faciale, c'est interdit. Même dans le privé, etc. Alors, c'est interdit, mais il y a quand même des cas d'usage qu'on connaît très peu. Hein. D'ailleurs, alors, il y a une utilisation privée qui est possible, c'est-à-dire que par exemple une entreprise qui voudra installer la reconnaissance faciale, il faut qu'elle demande l'autorisation préalable de la CNIL, donc la Commission nationale informatique et liberté, qui est un peu le gendarme de la vie privée. Par contre, c'est théoriquement interdit dans l'espace public. Alors, vous ne pouvez pas faire de reconnaissance faciale en temps réel dans l'espace public. Je ne peux pas mettre une caméra dans la rue, même si je suis un service de police, pour dire je vais identifier telle personne croisée avec tel fichier, etc. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'on a déjà aujourd'hui des forces de police qui peuvent utiliser la reconnaissance faciale sur certains fichiers de police. Notamment, il y a un fichier qui s'appelle le traitement des antécédents judiciaires, qui est le plus gros fichier français, où il y a des millions de photos, et tous les jours, la police fait des recherches dans ce fichier pour faire de la comparaison faciale. Et ce qu'on voit de plus en plus, alors il y a des témoignages qui remontent, c'est que lors de contrôles d'identité, les fonctionnaires de police vont contrôler quelqu'un qui a pas ses papiers, ils vont le prendre en photo, envoyer la photo au collègue qui est resté au commissariat, le collègue au commissariat, il va passer la photo à la moulinette du logiciel pour vérifier l'identité de la personne. Donc on voit qu'on est dans une espèce de zone un peu grise, où en fait les usages sont déjà là. Et donc, ce qui va se passer, c'est quand on va avoir un texte sur la reconnaissance faciale, et ça va arriver, hein, les sénateurs ont déjà annoncé qu'ils allaient déposer une proposition de loi. Voilà, on sait que si c'est pas les Jeux, ce sera juste après. Et à ce moment-là, le débat va revenir. Mais en fait, c'est assez inéluctable. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la question, ça va pas être est-ce qu'on déploie ou pas la reconnaissance faciale. Ça va être quelle marque on achète, combien on en met, quelle est la couleur des caméras. Ça va être ça le débat. Et ça, c'est un déni de démocratie. Bon. Et pour revenir sur, on va dire, le surveillance classique de ce qui est fait à l'heure actuelle, parce qu'on avait vu certaines villes s'équiper de manière massive, etc. Est-ce que déjà il y a des études, des choses qui nous permettent de dire, ok, là, je sais que Nice, par exemple, ils mettent à balle de caméra avec Christian Estrosi, ouais, ça c'était les chiffres de 2019, mais c'est un peu la... Ça a monté. De manière générale, avec Nice, ça monte. C'est un peu la lignée. Est-ce qu'on a un rapport cause à effet, des études qui nous montrent, en fait, que, justement, les caméras de surveillance servent et baissent la criminalité, ce genre de choses? En fait, ce qui est terrible, c'est que on déploie des équipements de plus en plus perfectionnés, de plus en plus intrusifs, parce que les équipements précédents n'ont pas fonctionné. C'est-à-dire que ça fait 30 ans qu'on déploie de la vidéosurveillance en France, ça fait 30 ans qu'on n'a aucune étude sérieuse sur l'efficacité réelle de ce type d'outils et de dispositifs. La Cour des comptes réclame depuis des années un bilan un peu chiffré. J'ai fait tomber un... Oh, t'inquiète. C'est habituel ici. C'est vrai. Et donc la Cour des comptes réclame des études chiffrées. Il y a eu une étude récemment menée avec un chercheur qui a déterminé que sur 1939 enquêtes de police, la vidéosurveillance avait été utile dans 22 cas. Donc, je laisse chacun calculer le pourcentage, ça fait pas beaucoup. Et donc l'idée, c'est la vidéosurveillance toute seule, ça fonctionne pas. Donc il faut davantage de caméras, on met davantage de caméras, ça fonctionne toujours pas, donc il faut les automatiser, et puis si ça fonctionne toujours pas, on nous dira il faut la reconnaissance faciale, et puis il faut peut-être la reconnaissance faciale en temps réel, et puis il faut peut-être la reconnaissance des émotions, parce qu'en fait ça répond à une demande qui n'est jamais satisfaite, et c'est une promesse jamais tenue. Et donc on voit bien l'espèce de fuite en avant, sauf que le problème quand on fait ça, c'est que c'est plus appuyé sur des données scientifiques, on est dans le domaine de la religion. Ouais. Non mais c'est vrai que je vois plein de gens dire il faut cliquer, etc. parce que voilà, ça parle beaucoup des gens aussi qui disent caméra pas efficace, mais qui du coup peut permettre peut-être de dissuader, parce que forcément ça peut te dire, j'allais dire, je vais planter quelqu'un. Non, une caméra. Mais non, mais c'est vrai que c'est quand même un gros sujet. On a vu que ça soit le gouvernement, etc., avec l'énorme fiasco de la Ligue des Champions qui a annoncé, on va recevoir donc du coup la Coupe du Monde de rugby en 2023, les JO en 2024, que du coup ils vont se mettre en place pour ça. Est-ce que ça a été le déclencheur, on va dire, la Ligue des Champions, ou c'est juste un prétexte? Franchement, la Ligue des Champions, on aurait voulu faire la démonstration internationale que la vidéosurveillance en France ne servait à rien. Mais c'est l'exemple chimiquement pur. C'est-à-dire qu'on a des événements qui ont été filmés, les bandes ont disparu parce que personne n'a été capable de faire une réquisition dans les temps. Donc on n'est pas du tout capable de déterminer les responsabilités des uns, des autres, du ministre de l'Intérieur, du préfet de police. Ça est quand même un peu embêtant. Et du coup, la vidéosurveillance qui serait en l'occurrence utile pour déterminer les responsabilités d'un certain nombre de décideurs politiques qui ont organisé le maintien de l'ordre de cet événement,
En fait, là, en l'occurrence, ça sert à dissimuler les responsabilités de chacun. Bon, ce qui, moi, me fait poser quelques questions sur l'utilité réelle de la vidéosurveillance, parce qu'on voit bien avec un fiasco comme celui-là que si ça ne fonctionne pas dans ce type de cas, il peut y avoir 1000 autres cas dans lesquels ça ne fonctionne pas. Mais par contre, ça a été utilisé comme point de départ pour dire, voilà, il nous faut justement des outils plus performants, plus puissants, pour éviter que ce type de soucis se reproduisent. Et donc, on avait Michel Cadot, qui est ancien préfet de police de Paris, qui maintenant s'occupe des jeux, qui auditionnait devant le Parlement, nous explique que si on avait eu des caméras augmentées, il n'y aurait pas eu de souci. Ouais. Moi je veux bien, mais avec des caméras augmentées, si les bandes disparaissent, les bandes disparaissent. On n'aurait pas eu davantage d'images. Donc le souci, il est ailleurs. Et on voit bien que cette fuite en avant, elle relève d'autres choses. C'est juste qu'on a une offre industrielle qui rencontre une demande politique et que les grands événements sportifs sont toujours des moments d'accélération où on va déployer ce type d'outils à l'occasion des Jeux. Mais une fois que les Jeux seront terminés, les outils ils vont rester. D'ailleurs, la phase d'expérimentation du projet de loi, c'est censé durer jusqu'en 2025, pendant 10 mois après les Jeux. Donc 10 mois après les Jeux, puis quand on va arriver au bout des 10 mois, c'est comme avec Vigipirate. En fait, on s'habitue. C'est là. C'est dans le. Est-ce qu'on va avoir un bilan, un truc? Parce que là, c'est vrai que ce que tu nous dis, c'est que c'est un peu le pied pour coincer la porte et ensuite c'est entrouvert et ça va continuer, quoi. Alors, théoriquement, il y a des garanties. Ouais. Les parlementaires nous expliquent que la CNIL va s'assurer que les algorithmes déployés sont bien audités, etc., qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Par contre, il n'y a pas vraiment d'information du public qui est prévue. Et puis, si l'information de la CNIL, c'est un peu le même sketch que sur tous les traitements de données déployés pendant le Covid, où ils étaient censés aviser la CNIL un peu en temps réel sur les fichiers de vaccination, etc., puis en fait, ils ne l'ont jamais fait, ou au bout de quelques semaines, ça devenait très facultatif. On va dire que je suis un peu dubitatif sur ce genre de choses. En plus, on a quand même une tradition en France de discrétion ou d'opacité administrative où il faut toujours se battre pour obtenir des miettes et réussir ne serait-ce qu'à identifier les dispositifs, c'est-à-dire quelle ville a acheté quoi. Il faut multiplier, faire des demandes en permanence. Il y a des associations en France qui font ça, je pense à la Quadrature du Net par exemple, qui sont obligés de multiplier, mais vraiment parfois d'aller jusqu'au tribunal juste pour obtenir les explications, un appel d'offres et savoir que telle entreprise a vendu tel truc à telle mairie, ce qui du coup nécessite de perdre du temps, d'investir des moyens, etc. Moi, quand on me fait des promesses de transparence, j'attends de voir. Ouais, parce que c'est vrai qu'après, il y a aussi des gros sujets, RGPD, etc. En fonction de, comme tu disais, c'est un appel d'offres, en fonction de qui gagne. Est-ce que c'est une entreprise américaine, israélienne, j'en sais rien, qui... De toute façon, aujourd'hui, il y a déjà de la vidéosurveillance augmentée ou automatisée qui est déployée dans plein de municipalités en France avec plein d'acteurs différents. Il y a une boîte israélienne par-ci, une boîte américaine par-là, une boîte française encore par ici. Enfin voilà, il y a plein d'acteurs. C'est un peu le Far West. Tous les acteurs ne sont pas de bonne foi. Donc ça nécessite une vigilance particulière. Et par rapport, parce que c'est vrai que c'est aussi un argument qu'on entend parfois beaucoup, mais un peu comme les données sur Internet, ce côté, moi j'ai rien à cacher, donc pas ça me concerne pas, mais moi perso je fais pas d'infraction. Qu'est-ce que, un peu en acceptation à tout ça, qu'est-ce que tu as à répondre entre guillemets à ces gens-là? Il y a plusieurs choses. La première, c'est je pense qu'il y a une vraie confusion entre ce qui serait illégal et ce qui relève de l'intimité. C'est pas parce que je fais un truc qui n'est pas illégal que c'est pas secret. J'imagine qu'autour de cette table, on a tous des secrets et on n'a pas envie que tout se sache tout le temps et on décide à qui on confie les choses. C'est pas parce qu'on n'a rien à cacher qu'on a réellement rien à cacher. On n'a rien à cacher au regard de la loi, mais c'est pas exactement la même chose. Ensuite, il y a des gens qui ont vraiment des trucs à cacher. Et pas parce qu'ils font des choses illégales, mais parce qu'ils sont discriminés par ces technologies. Aux États-Unis, la reconnaissance faciale qui est déjà utilisée par la police, où le cadre légal est beaucoup plus souple, on va dire, on a demi-douzaine de cas, aujourd'hui peut-être un peu moins, d'hommes noirs qui se sont retrouvés en tôle pendant quelques jours ou quelques heures parce que un algorithme a décidé que sur telle vidéo c'était eux. Et quand bien même ils n'étaient pas au même endroit, ils n'étaient même pas dans le même état ou dans la même ville, ça changeait rien et ils ont passé quelques heures ou quelques jours en prison alors qu'ils n'auraient jamais dû y être. Ces gens-là, on peut se dire... si, en fait, moi, si la caméra elle est là, j'ai pas envie de passer dans son champ. Et oui, j'ai des choses à cacher. J'ai mon identité. Le simple fait que je sois moi, je dois le dissimuler. Et puis le dernier point, c'est que cette rhétorique du j'ai rien à cacher, mais qu'on entend beaucoup. Moi, je me souviens, il y a quelques années, le patron de Google, Eric Schmidt, disait si vous voulez pas qu'un truc se sache, faut peut-être pas le faire en premier lieu. Parce qu'il y a une incitation formidable à l'autocensure, parce que du coup, ça veut dire. En fait, fais rien. Voilà, vous empêchez de faire quelque chose parce que ça pourrait ensuite être retenu contre vous d'une manière ou d'une autre ou vous pénaliser. Et en fait, l'histoire de ces outils, que ce soit la vidéosurveillance automatisée, que ce soit la reconnaissance faciale ou que ce soit plein d'autres, c'est que c'est des fantasmes d'espace urbain un peu militarisé où tout le monde est à sa place, tout le monde fait ce qu'on attend de lui et la moindre déviation de la norme
devient un truc susceptible de déclencher une alerte. Qu'est-ce qui se passe quand c'est un espace public comme celui-là? On fait plus rien. On va de chez soi, enfin on fait métro, boulot, dodo en suivant l'itinéraire indiqué. Non mais c'est vrai que c'est un sujet hyper vaste. Merci honnêtement d'être pour ton point de vue d'être venu nous expliquer, nous en dire plus parce que c'est un sujet qui se passe vraiment en ce moment. Hein. Comme je vous disais, c'était voté là cet après-midi. Donc n'hésitez pas aussi à vous renseigner un peu plus, à suivre aussi à Olivier Tesquet sur Twitter qui communique beaucoup autour de ça. Merci beaucoup Olivier, un plaisir de t'avoir eu. Je te souhaite une très bonne soirée. Non, moi aussi. Désolé d'avoir plombé l'ambiance. Non mais les gens sont en mode super intéressant. C'était vraiment top. Juste on n'a plus rien à dire parce que c'est mais c'est hyper intéressant. Soirée de mort, Olivier, voilà. Merci à toi, ciao.